So welcome again, and this time for the first panel, Empowering for Change. Three of our panelists will speak in French, and I think Irene will speak in English, so you know how it works for the translation now. Alors pour cette première session, Empowering for Change, j'ai le plaisir d'accueillir 4 personnalités qui proviennent de contextes très différents et qui ont toutes et tous des expériences à partager avec nous. Je vais commencer par présenter Madame Sana Benachour. Madame Benachour se présente elle-même comme une féministe, activiste et professeure en droit, en sociologie du droit à Tunis. Alors Madame Benachour travaille depuis les années 70 dans la défense et la promotion des droits humains en Tunisie. Elle a été la fondatrice de plusieurs associations en Tunisie et elle vous parlera aujourd'hui plus précisément du travail qu'elle effectue avec l'association Beiti. Bienvenue Madame Benachour. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai le plaisir d'accueillir Katia Mélis. Katia Mélis est avocate au barreau de Bruxelles depuis une bonne dizaine d'années et elle nous parlera d'une pratique qu'elle a développée avec d'autres avocates ici à Bruxelles qui consiste à offrir une approche beaucoup plus holistique de l'aide légale à travers le biais d'une association qui s'appelle Casa Legal, dont elle pourra nous parler d'ici quelques minutes. Bienvenue Katia. Julien Morisseau est un ancien collègue d'Avocats sans frontières, sociologue et juriste également. Il a travaillé sur les questions d'accès à la justice dans différents pays et sur le pluralisme juridique et les interactions entre les justices formelles et traditionnelles. Julien, aujourd'hui, nous parlera avec un petit peu plus de recul peut-être que nos collègues du terrain sur l'empowerment, la façon dont ces approches sont développées et peut-être les questions que nous devrions nous poser en développant ce type de projet. Bienvenue, Julien. And Irene is our country director in Uganda. Irene Anying is a lawyer. She's also a professor, and she's been working with us for a couple of years now. She will introduce you to very concrete work of Avocats Sans Frontières and its partners in Uganda on how legal empowerment can be developed and how approaches can be innovative to be efficient for all people we are working with. So thank you, Irene, to be with us this morning. Alors, avant de céder la parole à nos 4 intervenants, j'aimerais peut-être revenir très brièvement sur le concept de legal empowerment. Alors, c'est sûr qu'Avocats sans frontières, comme les présidents vous l'ont présenté pendant l'introduction, travaille sur l'accès à la justice et la promotion de l'accès à la justice dans des contextes très variés depuis maintenant 3 décennies. Et comme vous toutes et tous, je pense qu'on est conscient des difficultés que les justiciables peuvent avoir pour accéder à la justice dans les différents contextes, vu des contraintes qui peuvent être sécuritaires, qui peuvent être financières, qui peuvent être institutionnelles également. Et très vite, on se rend compte des obstacles que les justiciables peuvent avoir pour réaliser leurs droits, pour les revendiquer et pour gérer leurs conflits. Dans les pays où nous sommes présents, la justice formelle n'est pas toujours déployée partout et les communautés dans les zones un peu plus éloignées n'ont souvent pas accès à l'aide légale telle qu'on l'entend de façon classique. Du coup, des approches nouvelles ont été développées, en tout cas différentes de celles de l'aide légale traditionnelle qui est dispensée par des professionnels du droit, tels qu'on en parle parfois au niveau des avocats. Et dans ces approches, on a voulu mettre au centre des processus le justiciable lui-même. Le justiciable en tant que personne qui a des besoins, qui a des perceptions, mais qui aussi a déjà mis en place des pratiques pour pouvoir résoudre ces conflits. Le premier angle qui est important dans ces approches, c'est vraiment de pouvoir identifier les besoins, les perceptions et les mécanismes qui peuvent correspondre aux besoins des personnes. Le deuxième aspect qui a été important, c'est de voir le justiciable non pas comme un bénéficiaire d'un accompagnement ou d'un appui, mais comme quelqu'un qui est capable d'être un acteur de sa propre revendication de droit, un acteur aussi au-delà de sa propre situation,
un acteur de changement de sa société. Et donc, depuis plusieurs années, avec nos partenaires, nous avons essayé autrement de travailler sur ce qu'on appelle le renforcement du pouvoir d'agir des personnes. Alors, on parle du pouvoir d'agir en justice ou du pouvoir d'agir avec la justice. En tout cas, l'objectif de toutes ces actions est réellement de pouvoir avoir au final des citoyens qui peuvent, au-delà de leurs propres conflits qu'ils pourront mieux appréhender, être des acteurs qui vont avoir un impact au niveau sociétal également. Alors, je ne veux pas en dire trop, car je voudrais laisser la place à nos intervenants de la matinée, mais c'est sûr que ces approches impliquent un nombre d'acteurs variés, et donc c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de pouvoir parler avec des avocates, avec des avocats, des juristes, des sociologues, des chercheurs, des personnes d'autres disciplines, des bailleurs de fonds, des représentants des institutions, car c'est une approche holistique et pluridisciplinaire que nous allons aborder ce matin. Alors sans plus tarder, je voudrais dans un premier temps vous demander à toutes et tous de nous présenter en quelques minutes les actions, les approches que vous utilisez actuellement dans vos contextes pour contribuer à l'empowerment légal des personnes avec lesquelles vous travaillez. Madame Benachour, je vous propose de prendre la parole. Je pense que vous avez un PowerPoint aussi, donc Justine, peut-être que tu peux... de mon association et de ce que nous sommes en train de faire en Tunisie. Je voudrais vous sensibiliser à un événement qui est arrivé hier. Je viens de Tunisie, où la situation de la justice est catastrophique. Je ne sais pas, vous le savez, que le Conseil supérieur de la magistrature, donc l'organe d'indépendance de la magistrature, a été dissous de manière unilatérale par le président Kais Saied. Que les magistrats, aujourd'hui, il y a eu 57 magistrats qui ont été révoqués par simple décret du président. Donc il y a une mainmise de l'exécutif sur la justice qui est assez catastrophique en Tunisie. Et puis hier, nous avons eu 2 avocats, et heureusement que M. Patrick Henry est là, 2 avocats qui ont été poursuivis en justice, comme toujours pour outrage à tribunal et outrage à magistrat, alors même qu'ils défendaient les plus vulnérables de la société tunisienne, donc des jeunes qui ont été torturés par la police. Et on a considéré que la critique du déni de justice et des manquements de la justice aux droits de l'homme était un outrage à tribunal et outrage à magistrat. Donc je voulais vous sensibiliser à cette question pour vous dire qu'on vient d'un environnement depuis 2019 qui est extrêmement difficile. Donc excusez-moi d'avoir pris peut-être plus de temps, mais je trouve que c'est une tribune, qu'on n'est pas là uniquement pour parler de nos technicités ou de nos activités, mais aussi de partager des expériences parfois douloureuses pour les uns et les autres. Et nous comptons beaucoup sur la solidarité et le fait de partager des valeurs communes. Je pense que si d'ici la fin de nos travaux, on est capable de sortir une petite résolution ou un communiqué, ou même dans nos PV, dire quelque chose à propos de la Tunisie qui traverse quand même un moment très très difficile de son histoire constitutionnelle et publique. Donc je reviens, mais très rapidement puisque j'ai pris beaucoup de temps, je reviens à ma... Donc voilà, vous avez une idée de l'association Beïti, c'est une jeune association. On se targue d'être fille, elle se targue d'être fille de la révolution de 2011, même s'il n'est plus de bon temps aujourd'hui de parler de la révolution de 2011. Elle a pour objectif donc la dignité, la liberté, l'égalité. C'est une jeune association qui a été légalisée en 2014 et elle a 2 points de chute. En même temps, on fait des actions de plaidoyer, justement avec Avocats sans frontières. Vous avez vu le label ou le logo d'Avocats sans frontières. On est très très soutenu par Avocats sans frontières en Tunisie sur ces questions de droit. Donc des actions de plaidoyer pour les droits humains et les libertés fondamentales, l'égalité, mais également l'association Beïti est une association de terrain et de services. Donc à travers 4
structure opérationnelle, un centre d'hébergement pour les femmes victimes de violences ou les survivantes de violences, quelle que soit, sans condition de nationalité, sans condition de régularité de séjour, toute femme en détresse, quelle que soit la situation de la femme, si elle saisit Beïti, donc elle est accueillie par nous et on essaie soit de lui apporter des réponses si c'est dans nos capacités, sinon de l'orienter et de la diriger vers d'autres structures. Trois autres structures de prise en charge de Beïti, 2 centres de formation, dont un tiers-lieu, et un département de recherche qui nous aide à faire du plaidoyer. Donc voilà pour l'association Beïti. Le public, si vous avez, juste pour la population cible de Beïti, comme vous voyez, elle est constituée de femmes, accompagnées ou non accompagnées d'enfants, de nationalité, de toute nationalité. Je viens de le dire, victimes ou survivantes de violences, victimes de traite ou d'exploitation sexuelle, victimes de rejet social, patriarcal, notamment, alors en Tunisie, il y a ce qu'on appelle les mères célibataires, c'est-à-dire des jeunes, des femmes non mariées, mais qui ont des enfants. Et véritablement, c'est la catégorie la plus vulnérable de la société tunisienne, des femmes ayant connu directement ou indirectement l'expérience carcérale. C'est comme ça qu'avec ASF, justement, Beïti, on le verra là, demain probablement, on a beaucoup travaillé aussi sur les femmes ex-détenues et qui souffrent d'une double discrimination et d'une double peine, parce qu'il y a un rejet social après avoir passé leur peine en prison, privative de liberté. Donc voilà pour la population cible. Sinon, pour le profil des femmes, elles sont à 80% tunisiennes, mais avec une augmentation de femmes des pays subsahariens et qui atteignent aujourd'hui 20%. La Tunisie, vous me dites si je dois en faire plus, la Tunisie aujourd'hui dénie son statut de terre de migration. On a de gros problèmes, pas nous, pas la société civile, bien entendu, on est très sensibilisés à la question, mais pour les pouvoirs publics tunisiens, il n'y a aucun cadre de prise en charge de ce mouvement migratoire, de stabilisation en Tunisie depuis qu'il y a eu la Banque africaine de développement. Ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène ancien, mais il y a une sorte de déni au niveau de la politique publique, un déni de la question migratoire. On a toujours l'impression que la Tunisie est juste une terre de passage vers l'Europe. Et donc, alors que ce n'est pas vrai du tout, toutes les études montrent qu'il y a une population qui se stabilise et qui vit en Tunisie. On y reviendra, si vous voulez, dans les débats. Elles sont également à 80% en difficulté matrimoniale, celles qui viennent rencontrer Beïti ou celles qui sont en accueil à l'association Beïti, célibataires, avec ou sans enfants, divorcés ou divorcés en cours, séparés, ou dont les compagnons ou les maris ou les partenaires ont quitté le territoire tunisien ou qui sont justement en prison. Elles sont de plus en plus jeunes, elles sont à 40% entre 18 et 29% à 29 ans, 55 à 60% entre 30 et 59 ans, et entre 3 à 5%, 60 et plus. Ce qui veut dire que c'est une population de plus en plus vulnérable, soit parce qu'elle est en pleine force de travail, mais qui ne travaille pas, comme on va le voir, ou alors des femmes très très jeunes, des femmes de 18 ans, de 25 ans, qui n'ont pas terminé leurs études, c'est ça qui est le plus important. Elles sont à 43% en décrochage, je ne sais pas si vous connaissez le mot, le décrochage scolaire au primaire et au secondaire. C'est-à-dire le décrochage scolaire, c'est un phénomène, c'est pratiquement un fléau en Tunisie. Depuis, on a pratiquement 100 000 jeunes qui quittent l'enseignement au niveau primaire ou au niveau secondaire sans avoir de diplôme et qui restent pendant une dizaine d'années sans travail ou sans être reversés dans un système éducatif ou dans un système d'apprentissage professionnel, qui fait qu'après on retombe dans l'illettrisme, pour ne pas dire dans l'analphabétisme. Elles sont entre 64 et 70% victimes d'une des formes
de violence, toute forme de violence, violence physique, morale, sexuelle, économique, beaucoup de violences psychologiques, de dénigrement, dans l'espace public ou dans l'espace privé, bien plus dans l'espace privé que dans l'espace public, mais c'est des choses qui commencent à arriver dans la mesure où on a réussi pendant ce qu'on appelle aujourd'hui la décennie noire, qui est loin d'être une décennie noire, on a réussi quand même à faire adopter par l'Assemblée des représentants du peuple aujourd'hui, malheureusement gelée, elle aussi suspendue, pas gelée, complètement suspendue par simple décret du président. On a réussi à avoir une loi, la loi 2017-58, contre les violences à l'égard des femmes. Et donc, effectivement, on a de plus en plus de violences qui remontent à la surface grâce à cette loi. Elles sont à 90% sans couverture sociale et à 62% sans carnet de soins. Ce qui veut dire, si j'ai fait ce tableau, c'est pour vous dire que les femmes qui viennent vers Beïti sont les plus vulnérables de la société tunisienne. Et donc, c'est pour cette raison que quand on se présente, Beïti est féministe, mais elle est intersectionnelle, c'est-à-dire on prend en considération les différents systèmes d'oppression qui vont se soutenir les uns les autres, qui vont s'imbriquer les uns aux autres pour disqualifier les personnes et pour les disqualifier et ne pas reconnaître la totalité de leurs droits humains dans leur intégralité, leur diversité, leur complémentarité. Donc voilà pour le profil des femmes. Je pense que c'est bon. Après, on reviendra sur la question des droits et ce que les femmes demandent. C'était juste une présentation de la société de Beïti et le public que l'on accueille dans cette jeune association. Merci beaucoup. Donc, en effet, on reviendra sur les défis que vous rencontrez dans vos approches de legal empowerment. Irene Anying, our country director in Uganda, will now take the floor to present the approaches that are put in place in Uganda to promote legal empowerment. Thank you, Chantal. Good morning, ladies and gentlemen. So I think my task here is basically to share our experience with legal empowerment. How do we enable that the majority of the population or the marginalized are able to use the law as it is to effect change in their lives? So we have adopted what I would say a multi-pronged approach. We do not only use one approach, but Uganda specifically comes from a context, of course, of not only poverty, but when we design our legal empowerment approaches, we're looking at the state of poverty, that is the high level of illiteracy among the population and the inability themselves to have the financial means to access justice. But most importantly, we're also looking at Uganda has both the formal and the informal justice systems. So that means our approaches do not only target the justice seekers, but also target the institutions that are supposed to provide justice to the majority of the population. So one key approach that we have adopted is legal literacy, which is basically providing information and providing knowledge to the majority of the population for them to be able to demand. So what we do is we create the demand within the population for them to ask for justice or for them to ask to have an opportunity to demand for what would be their rights. So this legal literacy is very dependent on the population that you're dealing with. So in some instances, we utilize big populations or a big number of people who we gather together and then provide them with the information. In some instances, we target a certain or a specific population. I'll give you an example of, I think our most recent approach is what we've used with our Natural Resources Governance Project. That is the community-based human rights impact assessments.
So what we've done with this is to recruit a group of people who we call monitors, who monitor human rights violations arising in the context of natural resource governance. So the idea with this is to empower the human rights monitors, who are 40 in number or 20 in number, depending on the context. So when these are empowered, they are able to monitor or identify what would be a human rights violation within their context. And from that identification, what they do is that they use the information they would have collected to advocate for change, to advocate and ask that the violations are either reducted or the advocacy is also targeted toward very, very particular institutions. And the other group that we have also used in very targeted means a group of who we call mediators. So what has happened with this group is that we target particular sections of the community, and what we've done with the mediators is to actually target women. As I have said before, Uganda is a very, like most African countries, we are very highly patriarchal. So then we use the mediators as agents of change within their community. So we empower them, and they are able to pass on the information that we have provided to them. And they also act to that extent as a link between the community and the institutions that are supposed to provide justice. So they're kind of, I would say we put them in the middle. So you provide them the information, they take the information back to the community, and in instances where they identify violations either between the community members themselves or between the community and the institutions, they are able to act in between those two situations, the community and then the institutions. One of the lessons I would say that we have learned from this, which is really, is that when you empower or when we provide this information, in situations where it is not, people do not have the freedom to either speak or demand, even when you create that demand, they get challenged to advocate for the change. In instances where, for example, I would say when there is not enough civic space to enable the people demand for their rights, even if you create the demand, if the conditions are not ripe, if people do not have the means to speak, then that becomes, it has a very, very minimal impact on the community. And the other lesson that we have learned, like I said at the beginning, that we have both our formal and then the informal justice institutions within Uganda. So in some instances, you find that the institutions that should be enabling people to access justice are themselves not aware of what to do. Their capacity is low. So in such instances, even if you create the demand among the population or among the marginalized, and you do not equal up to the institutions, then the level of impact becomes very low. But we've also seen in instances where people can actually approach to demand justice from the institutions that should provide them with justice, legal empowerment becomes a very powerful tool for them. We've had instances with one of our partners, that is Civic Response for Environment, is that when we empowered a group of community whose rights of access to property were being challenged, the community was able to sit down and write a petition, and they approached the parliament to present their petition. And again, for us, we see that as an example where if you provide the information, you empower the people, you provide the knowledge, then there has to be means for them to create that demand before an appropriate forum. Because if you create the demand, but there's no forum, the supply side doesn't exist, it becomes, I think you limit the impact of your work. It's the same instance that we've seen, that when we have created demand where people feel oppressed and they need to access an institution like a court, for example, if the courts are within their proximity, that is their geographical proximity, but also if they have the financial means to create this demand
to demand for their rights before the courts of law, that is a level of impact that you would see. But in instances where, one, the courts are geographically removed from the people, but also two, even if they are geographically within the people, they do not have the financial means to ask for that, the level of impact also becomes very low. So I said at the beginning that we've adopted a very multi-pronged approach. We do not only provide this knowledge, but we have also worked on what I would call a little bit of the supply side. That means having legal aid firms or working with legal aid organizations, so that when you create this demand, the demand is facilitated to the right institutions and redirected to the right channel that they should be going to. I don't know how much, still within time? Yes, okay. All right, okay, yes. Okay, so I have about 2 minutes. So basically, like I have said, we've seen the multi-pronged approach works, and there is no, I would say that the lesson we've learned is there is no clear cut to what legal empowerment can achieve. It's really reading the context and ensuring that you look at, I've used the word demand and supply very much, but you look at both sides of the coin, because you create the demand within the community, but you also have to look at the supply side, because justice has to be supplied, and of course in instances by the state. And then we also create what I would call the lever or the middle ground that we have. In our instance, we've used human rights monitors, we've used mediators, we've used paralegals who have acted as our in-between to help connect both the demand and the supply side. And of course, with mobilization and continued advocacy, for us is to also ensure that the people have the opportunity or the space to speak out. Because if you create a demand and I'm not able to speak out, then there is no impact on the demand that you have created. So for us, it's a continued observance of the space and the context within which we work, so that our efforts at legal empowerment create change that we hope to bring. Thanks a lot, Irene. I think it's already an important point you make, and we'll come back to that, to say that there's a balance needed. If you have more empowered citizens, they need to have access to more empowered actors and institutions. So I think that's an important one. We'll come back to that later. But before, I would like to give the floor to Katia Melis. Katia Melis est avocate et va nous parler du travail qui est réalisé dans le cadre de l'association Casa Legal. Oui, mais déjà merci de nous avoir invités aujourd'hui. Je vais essayer de vous présenter assez brièvement d'abord les constats qui nous ont amenés à créer Casa Legal. En fait, on était 4 avocates il y a quelques années à s'être mis autour d'une table parce qu'on s'était rendu compte toutes les 4 que dans les matières qu'on pratiquait, qui sont fort liées à l'humain, donc c'est les matières de droit de la famille, droit des étrangers, traite des êtres humains, femmes victimes de violences, etc., les personnes qui nous consultaient souvent n'avaient pas besoin juste d'un avocat, elles avaient besoin de beaucoup d'autres choses pour finalement parvenir à la fin à vraiment mobiliser leurs droits. On se rendait compte que beaucoup de personnes se perdaient en chemin entre les différentes associations qu'elles consultaient parfois, entre l'avocat qui, parfois des mois après, n'avait plus de nouvelles parce que simplement il manquait un document, par exemple, pour introduire une procédure ou même une demande d'aide juridique. Et donc, il y avait ce constat-là que les personnes, finalement, nécessitaient autre chose. En tout cas, certaines personnes nécessitaient autre chose que juste un avocat. Et il y avait ce constat aussi, du coup, un peu plus sociétal, de notre point de vue d'avocat, du point de vue des professionnels, un besoin d'un peu d'une meilleure collaboration, d'un meilleur travail en réseau pour, justement, sentir qu'on est utile pour les gens et aussi ne pas se décourager avec les années quand on travaille avec ce genre de public.
on constate que beaucoup d'avocats très engagés en début de carrière avec ce type de public en aide juridique finissent souvent par abandonner ces matières-là, se tourner vers des matières plus rentables, parce que bien qu'ils soient passionnés par ce qu'ils font, soit ce n'est pas viable financièrement, soit il y a trop de pression, on attend trop de choses d'eux à leur niveau individuel, etc. Et donc il y avait ces deux volets qui sont mis ensemble, avec donc à la base uniquement une idée de vouloir continuer notre passion, mais d'une autre manière pour mieux répondre aux besoins finalement du terrain pour les personnes qui nous consultaient. Et donc, on a suivi un accompagnement d'1 an en économie sociale, et au terme de cet accompagnement-là, on a créé donc l'ASBL Casa Legal, qui est donc la première ASBL d'avocats en Belgique, sur un modèle multidisciplinaire. On prend toujours un peu l'image de la maison médicale parce que ça parle beaucoup aux gens, donc c'est un peu l'idée de créer une maison du droit avec une porte d'entrée non pas médicale mais juridique ou relationnelle, où on a mis ensemble dans un même lieu des avocats et pour le moment des intervenants psychosociaux, peut-être à terme des psychologues aussi. Donc on est en processus, on est encore une jeune ASBL, hein, l'ASBL a été créée en 2019, mais ça fait depuis septembre 2020 qu'on est vraiment intégré à 100% comme avocate dans l'ASBL et qu'on a pu, l'année passée, grâce à un soutien de la région bruxelloise temporaire, engager notre première intervenante psychosociale à temps plein, salariée de l'ASBL. Et donc, finalement, si je peux prendre, je ne sais pas si je le fais déjà maintenant dans le cadre de la présentation de l'ASBL ou pas, parce que je ne veux pas prendre trop de temps, mais peut-être un exemple d'accompagnement qu'on fait pour vous illustrer justement ce qu'on estime être une plus-value de cette manière de travailler. C'est par exemple le cas d'une femme qui vient nous consulter fin mai 2022 parce que voilà, grave problème de violence dans le couple, situation de crise, complètement désemparée. Elle nous est orientée via le milieu associatif. Grâce à ce travail multidisciplinaire de Casa Legal, ce qu'on a pu faire, c'est mettre en place des solutions en fait très rapides, à la fois comme il y a une avocate en droit de la famille, elle a pu se saisir très rapidement des questions d'hébergement des enfants, de mise à l'abri, de garde, etc. L'intervenante psychosociale a pu très rapidement trouver un logement d'urgence et puis une maison d'accueil pour femmes victimes de violences. Et même dans ce cas-là, elle a pu accompagner, suite à une intervention de la police, la femme au domicile pour la sortir du domicile avec les enfants. Elle a pu enclencher les droits sociaux, donc aide médicale urgente, parce que cette personne était sans papier et n'avait jamais introduit de demande de séjour en Belgique. Une avocate en droit des étrangers s'est mise évidemment sur le coup pour introduire une demande de séjour. Et puis, il y a eu tout le volet pénal, donc la constitution de partie civile, l'audition à la police, parce qu'on collabore aussi étroitement avec une cellule de la police qui est spécialisée dans la prise en charge des violences intrafamiliales, qui est la cellule EVA à Bruxelles. Et puis, aussi en droit de la jeunesse, parce que donc, il y a aussi le volet jeunesse pour les enfants. Donc, tout ça a pu être fait dans un même lieu, sans que Sarah doive, prénom d'emprunt ici dans cet exemple, doive raconter 10 fois son histoire à 10 intervenants externes. Et très rapidement, finalement, ces solutions ont pu être mises en place. Un avocat seul n'aurait pas pu obtenir cette issue aussi rapidement et même en étant rémunéré correctement dans les juridiques. Une association de première ligne seule non plus n'aurait pas pu faire ça puisqu'ils auraient eu besoin tout de même d'avocats externes pour initier les procédures en justice. Et donc cette idée, c'est vraiment de mettre en un lieu pour une catégorie spécifique de la population. Donc notre vocation n'est pas de remplacer ce qui existe actuellement et fonctionne pour certaines personnes, mais bien d'offrir une solution complémentaire au système actuel d'aide juridique. Et on affine évidemment au fil du temps les situations types, les profils qui sont... disons, qui font sens à prendre en charge dans notre association. Et souvent, ça va être des personnes qui soit sont confrontées à plein de problèmes juridiques différents et pour lesquels il faut établir une stratégie cohérente de défense entre les matières du droit de la famille, du droit des étrangers, du droit social, etc., sans qu'il y ait 10 avocats qui ne se parlent pas entre eux, qui
fassent leur petit schmilblick de leur côté. Donc ça, c'est les dossiers un peu multimatières qu'on suit, et puis tous ceux pour lesquels une intervention psychosociale se justifie. Et en réalité, ce qu'on a constaté, c'est que finalement, les profils types de personnes qu'on prend en charge sont tous des profils qui, souvent, n'ont pas un accès effectif à la justice. C'est vraiment le constat qu'on a posé ici après 2 ans, et en ce compris les femmes, puisque si on lit les derniers chiffres du barreau de Bruxelles, d'avocat.be, on se rend compte que seulement 30% de femmes actuellement ont accès à l'aide juridique gratuite. Alors, certes, il y a divers facteurs, il y a le chef de ménage qui est encore souvent l'homme, etc. Mais on voit quand même, c'est assez 30%, 70% d'hommes, on voit qu'au niveau de l'accès à la justice des femmes, il y a encore un sacré travail à faire. Ça va être des personnes sans abri, ça va être des personnes qui n'ont jamais eu accès à un avocat, jamais rencontré un avocat, ou qui ont tellement de problèmes qu'ils n'osent même pas commencer à les affronter. C'est ce qu'on appelle un peu, nous, les problèmes inextricables. Voilà, on a établi toute une série de profils types, pour rebondir sur ce que tu disais aussi tout à l'heure, de personnes qui sont bienvenue à Casa Legal. Et alors, pour rebondir sur la notion de legal empowerment, je ne sais pas si ce qu'on fait, c'est du legal empowerment, on le verra au terme des travaux, mais par contre, c'est intéressant de voir que la vision qu'on avait écrite dans nos statuts d'ASBL, finalement, est assez parlante en termes de legal empowerment tel qu'il nous a été présenté aujourd'hui, puisqu'on avait écrit: avec les outils du droit, du plaidoyer et des sciences humaines et sociales, nous voulons aider les personnes à renforcer leur pouvoir d'action face aux problèmes administratifs, juridiques, sociaux, interpersonnels et psychologiques qu'elles rencontrent à titre individuel ou collectivement. Voilà, j'imagine qu'on aura l'occasion de revenir plus en détail. Merci. Merci beaucoup, Katia. Je pense qu'en effet, on a déjà mis en avant certains points importants. Comme l'avait fait Madame Benachour déjà, de parler de la situation de vulnérabilité qui va souvent de pair avec une situation d'accès à la justice qui est très limitée, le besoin d'avoir une approche qui soit holistique, qui soit pluridisciplinaire, comme l'a expliqué Madame Mélis, et l'importance de ne pas se limiter à renforcer le pouvoir d'agir des personnes, mais d'avoir également un pendant au niveau du renforcement institutionnel. J'aimerais inviter maintenant Julien Morisseau peut-être à nous donner un éclairage aussi sur des approches qu'il a pu observer et peut-être sur d'autres facteurs qui devront guider nos réflexions par rapport aux freins ou aux impacts qui pourraient être réduits si on n'était pas en compte dans le cadre de l'empowerment. Oui, merci beaucoup Chantal. Et donc bonjour à toutes et à tous. Et donc comme énoncé, moi je ne vais pas parler d'initiatives, d'une ou 2 initiatives en particulier, mais plutôt présenter quelques points d'attention, des points d'attention qui sont issus de recherches et d'évaluations que j'ai eu l'occasion de mener ces dernières années. Ces points d'attention sont spécifiques à un certain nombre de contextes, que sont principalement l'Afrique centrale, la région du Sahel et les îles de l'océan Indien. Et donc ces points d'attention sont particulièrement pertinents par rapport à ces contextes en particulier. Et alors, dans cette présentation, mais je pense que c'était la même chose pour mes collègues, on appréhende la justice dans 2 dimensions, la justice comme ensemble d'institutions, mais aussi le sentiment de justice qui anime l'ensemble des citoyens, un sentiment de justice et ou d'injustice. Et donc le premier point d'attention que je voudrais partager avec vous concerne le langage, concerne la langue. Dans les contextes qui nous intéressent dans cette présentation, qui sont des contextes marqués par la colonisation et par un processus de décolonisation souvent compliqué au cours du XXe siècle, la langue a été utilisée comme un instrument et un outil de domination coloniale. La langue de la justice reste majoritairement la langue issue de la colonisation. Et dans ces contextes-là, alors on a des différences selon les pays, mais ces langues, principalement le français ou l'anglais, sont maîtrisées par une part souvent limitée de la population. Et pourtant, la langue, l'utilisation du langage, c'est un élément clé si on parle d'empowerment ou si on parle de legal empowerment. Parce que comment espérer améliorer la confiance des citoyens
s'il ne peut pas s'exprimer dans une langue qu'il maîtrise, si on ne peut pas utiliser, si on ne peut pas utiliser sa propre langue, finalement on est invisible. Et donc le legal empowerment semble compromis. Et alors, moi, l'impression que j'ai dans mon expérience de travail, c'est que la question de la langue, elle est soit oubliée, soit négligée. Et donc, quelquefois, on adresse cette question de langue, mais avec des activités qui sont dans des projets de développement, dans des politiques publiques en matière de justice. Les problèmes de langue, les questions de langue sont abordées de manière très marginale, ou alors avec une approche très, très descendante. Et donc, finalement, des fois, on va se contenter, par exemple, d'écrire un lexique juridique en bambara ou en kirundi, en langue nationale ou en langue locale. Mais là, on est dans un mouvement très descendant. Et finalement, on part de la langue de la justice, qui n'est pas maîtrisée par toute une série de justiciables, et puis on descend vers le justiciable en traduisant les concepts dans ces langues-là. Et souvent, ces processus, ces activités sont des activités qui sont vraiment menées à la marge et qui sont très peu institutionnalisées. Alors que, bon, si l'enjeu, c'est de faire communiquer le français juridique et le bambara juridique, c'est un chantier qui est immense, un chantier qui est extrêmement important et qui devrait faire appel à toute une série d'activités et tout un programme très, très large faisant appel à des professionnels du droit, des professionnels de la linguistique, des sociologues, des anthropologues, des sociolinguistes. Et donc, l'impression que j'ai, c'est que les petites solutions qui sont proposées actuellement ne sont pas de mesure, ne permettent pas de répondre à l'enjeu très important de la langue. Et donc, ce qui pourrait être intéressant dans une approche de legal empowerment, c'est aussi d'essayer de faire en sorte que les langues locales ou les langues nationales entrent dans la justice et qu'on ait un mouvement, cette fois-ci, ascendant. Et ces exemples sont encore, en tout cas dans mon expérience, très rares, mais elles existent. Et donc, je prends pour exemple, par exemple, une décision de justice de la Cour suprême de la République de Maurice qui a imposé à un commissaire de police de faire une déposition dans le cadre d'une plainte pour violence policière, qui a contraint un commissaire de police à effectuer sa déposition en créole. Et jusqu'à ce moment-là, ce commissaire de police ne faisait ses dépositions qu'en anglais. Et donc, cette décision a été prise. Le contexte au niveau linguistique en République de Maurice est très particulier puisqu'il n'y a pas de langue officielle. C'est ce qu'on appelle un laisser-faire linguistique, ce qui a permis à la Cour suprême de pouvoir prendre cette décision. Donc la situation est plus complexe au niveau linguistique dans beaucoup d'autres pays, mais en tout cas ça montre que c'est possible de faire entrer des langues locales ou nationales dans l'arène judiciaire. Le deuxième élément que je voulais partager avec vous, c'est le mépris pour les autres formes de justice, les formes de justice non judiciaire. Dans les contextes dont on parle, les autres formes de justice, c'est principalement les justices traditionnelles, coutumières ou d'inspiration traditionnelle et coutumière, qui restent encore extrêmement vivaces dans les pays du Sahel, dans les pays d'Afrique centrale. Il y a un relatif consensus actuellement dans les discours, que ce soit des juristes ou des réformateurs, pour dire qu'il est important d'intégrer ces formes de justice non judiciaire, ces formes de justice locale au sein de l'arsenal juridique et d'essayer de trouver une coordination entre la justice des cours et tribunaux et puis la justice locale. Mais là aussi, on s'aperçoit qu'en pratique, cette coordination, elle est difficile et elle est notamment rendue difficile par une certaine déconsidération pour les formes de justice locale et qui se reflète d'ailleurs dans un premier temps dans la terminologie. On parle souvent de justice alternative, on parle de mode alternatif de résolution des conflits. Mais dans les pays du Sahel, comme en Afrique centrale, l'ensemble des études montrent qu'entre 80 et 90% des problèmes de droit sont réglés auprès des institutions de la justice locale. Pourtant, on continue de d'appeler ces formes justice alternative.
Dans le cas spécifique de la RDC, on parle par exemple de justice informelle pour parler de la justice des chefs coutumiers. Or, les procédures suivies auprès des chefs coutumiers est extrêmement formalisée. Les chefs coutumiers sont reconnus par l'État, sont reconnus et même nommés par le ministère de l'Intérieur. Donc il n'y a pas grand-chose d'informel dans la justice des chefs de village et des chefs coutumiers, mais on continue de les appeler justice informelle. Et au-delà de cette terminologie, on s'aperçoit que là aussi, dans les actions de développement, dans les actions prévues dans les politiques publiques de la justice, on a là aussi des actions qui sont souvent très descendantes. Donc, pour essayer de rapprocher justice locale et justice judiciaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va amener les chefs traditionnels dans une salle et on va les former au droit. Donc là aussi, on a une approche assez descendante. Est-ce que la réciproque est aussi fréquente? Souvent, non. C'est beaucoup plus rare qu'on trouve des actions de formation de responsables judiciaires à la médiation, à la maîtrise des savoirs locaux. Et donc, finalement, un des enjeux, selon moi, du legal empowerment, ce serait de mettre un petit peu de réciprocité dans ces relations entre justice judiciaire et justice locale pour essayer de réduire un petit peu le mépris ou la déconsidération qu'il peut y avoir pour les formes de justice qui sont non judiciaires ou non juridictionnelles. Le dernier élément que je voudrais partager avec vous, c'est la peur. Dans tous les contextes dans lesquels j'ai travaillé, c'est une constante. Le sentiment de peur que les justiciables ont envers les institutions judiciaires. Il y a une expression que je trouve assez parlante qui m'a été partagée par une des dirigeantes de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire il y a quelques semaines et qui parlait du mur de la justice. Et je trouvais l'expression parlante et elle disait que justement le rôle de la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, c'était justement d'essayer d'aider les justiciables à faire face au mur de la justice. Et c'est vrai que ce sentiment de peur, il semble partagé. Et la plupart des justiciables ont, dans mon expérience de recherche, peur d'institutions qu'ils trouvent dysfonctionnelles, qu'ils trouvent oppressantes. Et donc, ici, pour faire face à cette peur, très souvent on a un besoin de soutien. Quand on a peur, on a envie d'être accompagné, d'être soutenu. Et donc, ici réside aussi, peut-être pas un paradoxe, mais aussi un des enjeux du legal empowerment. L'objectif du legal empowerment, c'est pousser à l'autonomie, à l'autonomisation des justiciables. Mais dans des contextes avec des institutions prédatrices, un accompagnement est nécessaire et sera peut-être toujours nécessaire sous une forme ou sous une autre. Mais l'accompagnement est extrêmement important. Et derrière l'autonomie, il est important de ne pas laisser tomber des justiciables qui ont besoin d'accompagnement. Et c'est vrai qu'un élément qui était souligné par ma collègue était justement d'avoir un équilibre entre la demande de justice et l'offre de justice. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, l'accompagnement semble encore nécessaire. Comment combiner le besoin d'accompagnement avec l'objectif d'autonomie? C'est un petit peu un des enjeux, selon moi, du legal empowerment. Et donc, je vais m'arrêter là pour le moment, et puis on reviendra avec quelques clés un peu plus tard. Merci beaucoup, Julien, pour ces points d'attention qui sont des points clés, évidemment, de l'action d'empowerment. Je voudrais peut-être repartir de ces points d'attention qui ont été soulevés et vous reposer la question en repartant de vous, Madame Benachour, de se dire, en effet, on aimerait bien encourager l'autonomie de personnes qui se trouvent dans des situations de vulnérabilité souvent extrêmes. Alors, de par votre expérience, d'une part, quels sont un petit peu les impacts que vous observez par rapport à ces démarches d'empowerment? Est-ce qu'on arrive aux résultats qu'on vise à travers vos approches? Et surtout, comment est-ce qu'on peut apprécier
si réellement cette autonomie, si nous contribuons réellement à cette autonomisation. Oui, merci beaucoup pour... Voilà, vous m'entendez bien? Bien, merci pour cette relance. Merci beaucoup à mes amis ici, c'est très enrichissant ce que vous dites. Alors, je commencerai par cette idée que le concept de legal empowerment ou du pouvoir d'agir des justiciables n'a pas fait beaucoup son chemin en Tunisie. C'est un concept nouveau. On en est encore peut-être à l'aide légale. À l'aide légale, c'est-à-dire cette aide dont vous parlez, Julien, qui est une aide, on est conscient de ça, hein, que c'est une aide un peu descendante. On n'est pas encore véritablement dans l'échange et dans la possibilité, et dans cette idée de penser que les justiciables eux-mêmes sont capables de nous apporter leur savoir et leur perception pour une meilleure justice, un meilleur accès au droit et un meilleur accès à la justice. Mais elle fait son chemin. Et en tout cas, ce qu'il y a d'important pour mon expérience personnelle, c'est que les requêtes d'accès à la justice et les requêtes d'accès au droit, regardez, selon les années, ont été à 58%, ensuite 32%, en tout cas dans les 30% des personnes qui viennent, on est à 1500 personnes dans mon association que Baïti suit depuis le commencement. Et donc voici à peu près les plaintes. Elles sont minimes. Elles sont... Ça montre que c'est vraiment des plaintes de personnes très vulnérables où leur droit, leur bien-être tient à très peu de choses finalement, tient à des plaintes pour violences conjugales et intrafamiliales. Bien sûr, beaucoup se plaignent de violences. On a en Tunisie, les études montrent qu'il y a 46% à peu près de femmes qui ont subi une fois dans leur vie un acte de violence. Donc il y a des plaintes de violence et aujourd'hui, on a la possibilité d'obtenir des ordonnances de protection aux femmes victimes de violences, que la violence soit conjugale, intrafamiliale ou institutionnelle. Donc des plaintes pour violences conjugales et intrafamiliales. Le nom patronymique, je ne sais pas si... Le nom patronymique, c'est ces petites demandes pour que l'enfant né hors mariage ne soit pas inscrit sous X, parce que c'est interdit en Tunisie, mais qu'il ait un nom patronymique pour l'aider à être inclus et inséré dans la société en ayant un nom qu'on lui attribue selon une procédure que l'on remet en cause, hein, qui est très administrative, très autoritaire par ailleurs, hein, mais qui a permis aux jeunes et aux enfants de ne pas être placés comme il y a quelques années encore sous X, et qui est une très très grande discrimination et un très grand traumatisme pour les enfants. Souvent aussi, ce sont des actes de divorce et donc de demande de divorce en justice, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre forme de divorce, mais il y a les trois types de divorce. Il y a le divorce à l'amiable, le divorce unilatéral pour convenance personnelle, ce qu'on appelle le divorce unilatéral, mais il y a le divorce pour faute. Et donc, souvent, la demande d'accompagnement, c'est d'accompagner ces femmes pour obtenir le divorce pour faute, qui est très difficile à obtenir parce qu'il passe entre les deux juridictions, la juridiction civile, la juridiction pénale, avec le préalable avec les questions préalables, etc. Les pensions alimentaires et de divorce qui sont minimes, qui sont à 50 dinars, à 100 dinars, c'est-à-dire même pas 20 euros parfois. C'est des petites pensions et qui montrent encore une fois combien les personnes qui sont en demande de justice et d'accès à la justice sont des personnes vulnérables à qui il suffit de peu pour que leur vie soit plus... qu'ils la vivent avec plus de confort et plus de dignité. Et puis surtout les problèmes d'exécution des jugements. On a beaucoup de personnes qui ont des jugements en leur faveur, mais qui n'arrivent pas à les faire exécuter. Donc voilà à peu près pour vous dire qu'il y a une demande, donc, une demande de justice, une demande d'accès au droit, et qui est à la mesure et à l'image de cette population très vulnérable. Bien sûr, j'ai oublié de dire tout à l'heure, ou bon, ça se comprend, que nous avons une
une approche holiste de la question. Il ne s'agit pas uniquement de permettre aux femmes qui viennent vers Beïti de leur attribuer un avocat ou 2 avocats ou de faire du conseil juridique ou peu importe. C'est vraiment toute la chaîne de la prise en charge jusqu'à l'autonomie, mais on y reviendra. Hein. Je suis revenue sur l'idée d'autonomie. Il y a beaucoup d'autres choses. Si on n'est pas épaulé par les institutions publiques, on ne peut rien faire. Honnêtement, s'il n'y a pas de politique publique, d'autonomisation, de dignité, de priorité, de droits prioritaires à toutes les personnes vulnérables, donc des politiques pour moins d'injustice ou pour la justice, pour une véritable justice, par exemple un droit de priorité à l'habitat social, un droit de priorité à l'emploi, on ne pourra pas, il me semble, hein, je change. Donc, si on peut aller plus loin, là, donc c'est là les requêtes en accès au droit. Pour Beïti, on peut demander, vous voulez changer la... S'il vous plaît. Voilà. Donc, bien sûr, le système est très il y a beaucoup de déficiences et beaucoup de défiance. Julien en a parlé du problème numéro 1, il me semble, dans notre pays, mais ça, on peut en discuter, c'est d'aborder la justice. La justice est vécue. D'ailleurs, le mot, vous avez employé le mot mur. Dans notre pays, on dit le hakm. Le hakm, c'est le pouvoir. La justice n'est pas encore considérée comme une justice pour soi, c'est-à-dire un dispositif pour lequel que l'on peut mobiliser pour obtenir des droits. On a l'impression qu'on va être confronté à celui qui a le pouvoir, le hakm, le sultan, le pouvoir. Donc c'est la justice et en même temps il y a beaucoup de demandes de justice, mais la justice est crainte parce que on a une tradition de justice très répressive et d'ailleurs elle le reste encore. Donc c'est vrai qu'il y a des avancées démocratiques depuis 2011 pour la justice tunisienne. Il y a la volonté de plusieurs acteurs publics et de plusieurs acteurs de la société civile qui ont beaucoup fait pour que cette justice tunisienne, qui a quand même souffert beaucoup de la dictature, il faut le reconnaître, qui a souffert de la colonisation, mais on reviendra sur le problème de la langue. Donc malgré tous les efforts, elle reste quand même très déficiente. Alors en quoi elle est déficiente ? Elle est déficiente parce que d'abord elle reste très répressive, que nous avons des lois obsolètes, pratiquement les lois pénales, nous avons des lois pénales qui datent de 1913, nous avons une surpopulation carcérale, on a le problème de la langue, qui est la langue officielle, qui est l'arabe. Mais avant la langue, l'arabe ou le français ou une autre langue locale ou régionale, il y a la langue du droit qui pose problème. Le droit est une langue ésotérique. Il faut être des spécialistes pour comprendre le droit. Et c'est un des pouvoirs des juristes et des professionnels du droit que de parler une langue que l'on ne comprend pas, elle est tellement technique. Vraiment, dire recours pour excès de pouvoir, je me demande quelle est la personne qui est capable de comprendre, ou dire le privilège du préalable, ou je sais, enfin tous les concepts du droit sont des concepts que le commun des mortels ne comprend pas, et c'est une des raisons qui va donner du prestige justement à ces professionnels du droit qui sont capables de comprendre toutes ces technicités. Donc il y a un double problème, le problème de la langue, parce que c'est la langue, c'est l'arabe par exemple, l'arabe, comment on dit, l'arabe littéraire, quoi, l'arabe standard, qui n'est pas l'arabe de la dérija, l'arabe du parler du tunisien. Il y a cette distance, mais il y a l'autre distance qui est extrêmement importante, qui est le problème du droit lui-même. Et donc, il y a un travail de faire et qu'on appelle en Tunisie l'alphabétisation juridique, même si le mot est peut-être pas très heureux, mais de permettre aux personnes de connaître les technicités, de savoir ce qu'est l'aide légale, de savoir qu'est-ce qu'il faut comme procédure pour affronter ce dispositif. L'autre, oui. Oui, bien sûr. Voilà. Peut-être pour rebondir sur ce que vous expliquez par rapport au contexte tunisien, où vous dites, en effet, parler d'autonomisation alors que les politiques publiques
ne sont pas là pour permettre justement d'avoir cette réponse institutionnelle à la demande de justice. C'est extrêmement compliqué. Je voulais peut-être rebondir sur ça en posant la question, parce que c'est une des questions qu'on voulait aborder ce matin aussi. En quelle mesure ce travail de legal empowerment peut également renforcer la capacité de citoyens d'être des leviers pour un changement systémique dans leur société, et donc de pouvoir contribuer aussi à participer à cet exercice de demande de redevabilité de décideurs, à cet exercice de droits civils et politiques. Est-ce que dans vos expériences, et quelles sont peut-être vos observations dans vos contextes, est-ce qu'on peut déjà, ou justement pas, observer certains impacts du fait qu'on renforce ce pouvoir d'agir juridique des citoyens, qui leur permettent ensuite d'être un levier de changement plus sociétal également? Est-ce que c'est des liens qu'on peut faire? Je vais peut-être vous demander de répondre en 1 minute avant de continuer le tour de table. Merci. Oui, je vais être un peu critique, si vous me permettez. On renforce le pouvoir déjà d'agir des citoyens. Pour quoi faire? Pour qu'ils obtiennent leurs droits ou pour... Pourquoi faire? Si c'est pour obtenir leurs droits, si c'est pour plus de justice, bien entendu, c'est très bien. Il y a 2 choses qui me semblent dont il faut tenir compte dans ce que nous venons de dire. Il y a d'abord l'idée que dans ces justices qu'on appelle justice traditionnelle, donc comment dire, réhabiliter des savoir-faire traditionnels, des savoir-faire du terroir. Étant féministe, je sais très bien qu'ils sont totalement imprégnés de patriarcat. Ma camarade l'a dit, on est des sociétés patriarcales. Vous avez bien parlé d'une justice des chefs. C'est la justice des chefs. J'espère qu'on ne va pas revenir à des justices de chefs, ni à des médiations. Les médiations, on le sait très bien également, dans nos sociétés, ou dans la plupart des sociétés qui sont traversées par des réflexes de patriarcat, de domination de classe, de genre, de sexe, d'orientation sexuelle, etc. Il y a énormément de domination qui se recompose dans les différentes... Et donc, il est important, à mon avis, de ne pas tomber dans des médiations qui risquent, on le sait, dans le cadre de la justice, on sait ce que donnent les médiations. Dans le cadre de la violence, excusez-moi, on sait ce que les médiations donnent comme résultat, c'est-à-dire des médiations qui vont ramener les femmes vers les lieux ou vers les personnes qui ont été les auteurs de la violence envers elles. Donc, ceci dit, bien entendu, l'expérience que nous avons en Tunisie, elle est encore minime, je ne peux pas tirer de grandes conclusions. La seule chose, j'aimerais que... Il y a beaucoup de résistance de la part de corps professionnels, et ça ne se fait pas sans les corps professionnels, les avocats, on n'arrive même pas à mettre en place des cliniques juridiques, alors que ça peut rentrer dans le cadre du pouvoir d'agir des personnes en expliquant, en faisant des conseils juridiques. J'ai parlé dans mon PowerPoint, mais qu'on peut distribuer, de la fantomatique aide légale. Il y a de l'aide légale qui est organisée, qui est gratuite pour les personnes les plus pauvres en Tunisie ou les personnes victimes de violences, mais qui est fantomatique, qu'on n'arrive pas à mobiliser. Dans les chiffres que j'ai, en 2022, on a réussi à avoir un cas d'aide légale, ce qui montre qu'il est très difficile d'obtenir l'aide de l'État ou l'aide des institutions dans ce domaine-là. Donc, si vous voulez, voilà, je ne voudrais pas, peut-être après, avec vos questions, je reviendrai sur mon expérience, en tout cas, de ce legal empowerment. Merci beaucoup, Madame Benachour. Je pense que c'est très intéressant d'avoir justement ce regard critique et de se poser les questions
par rapport à ce paradoxe que Julien nous a exposé déjà, de pousser vers l'autonomisation dans des contextes où on est bien conscient que l'accompagnement est toujours nécessaire. I would like to come back to you, Irene. In Uganda, you've been working a lot on empowerment. What are your, what are the effects that you observed in terms of autonomization, empowerment of people, and in which measure do you think this legal empowerment can benefit the individual, but could also promote his role as a leverage for change within the community he's living in? Do you also do you already observe some effects of the work on empowerment? Thank you, Chantal. I would say yes, but also maybe to think on the other side of the coin is how do you want to define what you call change? For example, if you want to empower somebody, let's say you want to empower a woman to demand for her rights when they're violated, or you want to empower people to demand that perhaps a particular law or a particular policy has to be changed. So when you create that demand, the question you often ask, of course, is, have I achieved what I wanted to achieve? If your objective was, say, to pass information, the next question is often, so what? And I think it's very difficult to very concretely measure that over a small period of time, but also very, I think to an extent, attribute it to only that particular action that you have executed. But that said, I think it's not, to move forward? Okay. All right. Sorry, I hope this is more audible. I think it is, yes. Sorry about that, yes. I don't know where you lost me, but like I had said, it's really, what is it you want to measure, or what change did you expect to see? And for Uganda particularly, I would say that we've observed the importance of legal empowerment, or the change that it creates. And again, it calls for, as an actor, to really be very strategic in terms of your legal empowerment activities. During my presentation, I mentioned a group of persons. If, of course, you read a little bit about Uganda, you should have heard of the famous Save Bugoma Forest. I think as a result of the constant legal empowerment that was created, the group of persons affected were able to write a petition and present it before Parliament. And for me, I would see that as an effect, or a positive effect, of undertaking a legal empowerment activity. But like I said, your next question would be, so what? If they present that petition before Parliament, is that the end of it? What should, take place? But you need to look at it from the ripple effect that is going to create on a number of other advocacy groups, that even when they advocate for policy change, a lot of their advocacy materials or the desire to do further research in terms of that policy would come from what they have heard from the community. So I think it's not only the individual that will be an end to all that they want to advocate, but you look at the ripple effect in terms of the other actors within the same field. I think, I don't know if that answers, yeah. Yes. Yeah, so you need to look beyond the power of the individual. For the individual, is the awareness to realize that, yes, these are my rights and things should not be done the way it is done, but they have a limit where they stop. And somebody has to take on from that limit and ensure that it reaches the desired end result. If it's policy change, there are people that advocate for that. So that's what I would say, yeah. Thank you, Irene. Katia, je vous laisse peut-être compléter.
Oui, donc en quelques mots, tout ce que tout ça m'évoque, la question de l'autonomie, clairement, on l'avait noté en discutant avant le colloque, c'est un véritable enjeu de cette notion de legal empowerment. Faire à la place de, c'est pas vraiment amener vers une autonomisation, et en même temps, à l'heure actuelle, et là je rebondis sur ce que Sanaz disait, la complexité des institutions, surtout en Belgique, la complexité, l'inaccessibilité finalement du système institutionnel, et en ce compris les avocats, en ce compris tous les professionnels du droit, font qu'on doit bien trouver des solutions actuelles pour fonctionner là-dedans, et nous, celles qu'on propose, pour amener à une activation des droits, puisque c'est finalement cette activation des droits qui va quand même rendre une forme de dignité à la personne et renforcer en tout cas son pouvoir d'action dans sa propre vie. Comment faire pour le moment, c'est cette forme de prise en charge globale que nous on propose, cette collaboration entre les différents professionnels, en ce compris donc prendre le temps avec les personnes pour vraiment comprendre quels sont ses besoins. Parce que, et là je parle de ma casquette d'avocat, mais quand on travaille en aide juridique de deuxième ligne, on va être désigné pour faire un recours très concrètement pour une personne. On n'a pas le temps, malheureusement, de prendre ce temps avec la personne pour comprendre quels sont les enjeux de cette décision dans sa vie, dans sa globalité. Est-ce que ça va vraiment l'aider de faire un recours? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses sur lesquelles on peut agir? Utiliser aussi un langage juridique clair, et là je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est prendre le temps d'expliquer à la personne dans quoi elle est, quelles sont ses options. Tout ça, c'est du temps, c'est beaucoup de temps. C'est une forme d'implication de la personne. Alors oui, certes, on va l'accompagner avec différents intervenants vers ça, mais on l'implique là-dedans, et donc c'est aussi ça, une forme, à mon avis, d'empowerment. Et donc, finalement, ce tout à la procédure, quelque part, de l'aide juridique de deuxième ligne, c'est ça qui, pour nous, actuellement, constitue le principal frein au legal empowerment dans le système d'aide juridique tel qu'il est actuellement conçu. Et c'est bien pourquoi, d'ailleurs, notre ASBL a un véritable enjeu de viabilité économique, puisque nous, ce temps, on le prend, mais on n'est pas financé pour dans le système actuel d'aide juridique. Et donc, notre survie financière est clairement à court terme en jeu. On doit trouver des financements publics, des aides privées, etc., puisqu'on propose un modèle différent qui, pour nous, offre une solution vers un legal empowerment, mais qui n'est pas, qui est un peu un extraterrestre actuellement dans le système institutionnel tel qu'il existe. Merci. Alors, j'entends que la montre tourne et donc nous prendrons encore du temps pour les questions-réponses aussi, mais je voudrais d'abord quand même peut-être demander à Julien Morisseau, par rapport à ce qu'on entend sur les contraintes, les limites quelque part de ces processus d'autonomisation, est-ce qu'il y a des garde-fous qu'on pourrait mettre en place peut-être pour accompagner ces dynamiques d'empowerment, et par rapport à ce qu'on dit aussi sur l'observation des effets sur la mesure d'impact, est-ce que là aussi il y a des bonnes pratiques peut-être qu'on pourrait essayer de mettre en place? Oui, merci beaucoup. Je vais d'abord et surtout répondre sur la deuxième question, et donc pas directement sur quel est l'impact des actions, mais comment apprécier l'impact ou comment mesurer l'impact du legal empowerment. Et à cette question, j'aimerais vous proposer un slogan qui est « Des chiffres et des histoires », qui est un slogan qu'on utilise dans l'accompagnement que je fais d'une ASBL sur les questions d'impact. Et en fait, dans les politiques de développement et dans le contexte dans lequel on est tous de recherche de financement, dans un cadre de New Public Management, la question de l'impact, c'est une question qui est cruciale et qui est vue d'une manière assez technicienne. Et donc quand on parle d'impact, on parle de mesures dites scientifiques avec une approche de comparaison. On va comparer avant l'action et après l'action pour voir quel a été, pour pouvoir isoler l'effet spécifique de l'action. Où on va parler, comme dans les effets cliniques, d'une comparaison entre le médicament, qui serait l'action, et puis le placebo, qui serait les personnes qui n'ont pas bénéficié de l'action. Moi, je vois deux limites à cette approche très chiffrée, très statistique, très technicienne
de l'évaluation et de la mesure d'impact. La première, c'est qu'on prend quand même un peu les personnes comme des objets de laboratoire ou des cellules, et donc là aussi, où est-ce qu'on injecte le besoin d'autonomisation, le pouvoir d'agir, la volonté propre des personnes qui sont concernées par ces actions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais en tout cas, c'est quand même un point d'attention. Et puis le deuxième point d'attention, c'est aussi les ressources destinées à cette mesure d'impact, parce que pour pouvoir mettre en œuvre ces méthodologies d'impact statistique assez lourdes, il y a un besoin de moyens humains et financiers extrêmement important. Et donc, il faut quand même faire assez attention à ce que la mesure d'impact ne prenne pas le pas sur l'action en elle-même. Le plus important, ça reste l'action. Et voilà, moi j'ai pu observer des choses où dans certains projets, on avait des dispositifs d'évaluation qui des fois coûtaient plus cher que l'action elle-même. Et là, je pense que c'est quand même une dérive qu'il faudrait essayer d'éviter. Et alors que faire ? La question d'empowerment, elle est quand même directement et très liée à l'humain. On en parle depuis ce matin. Et à la base de la revendication des droits, il y a souvent des injustices, des situations individuelles d'injustice, un sentiment d'injustice, de révolte par rapport à une injustice. Et ça, ce sont des histoires à raconter que tout le monde peut comprendre et qui touchent potentiellement tout un chacun. Et donc moi, je pense que pour évaluer l'impact du legal empowerment, il faut raconter ces histoires de manière... raconter des récits, parler de situations d'injustice et de processus, de mouvements sociaux qui ont fait qu'on a pu lutter contre des injustices et dans certains cas, obtenir un peu plus de justice. Et donc, pourquoi des chiffres et des histoires ? Les chiffres, ça va être difficile de s'en passer, au risque de se marginaliser complètement par rapport aux politiques publiques. Donc, ça reste, à mon avis, incontournable. Mais des histoires, il faut raconter des histoires, à mon avis. Voilà, ça c'est pour l'appréciation d'impact. Et pour les points d'attention, c'est toujours sur la question de l'humain. Quand on parle de l'humain, la manière dont on fait les choses est des fois aussi importante que ce qu'on fait réellement. C'est Jacques Brel qui disait dans Fernand, je crois, on fait ce qu'on peut, mais il y a la manière. Et donc, tout le savoir-être, quand on développe des projets de legal empowerment, le savoir-être me semble au moins aussi important que le savoir-faire ou que les compétences techniques. Mais ça, je rejoins ce qui a été dit depuis le début, mais savoir comment, pour répondre à cet enjeu, autonomie, accompagnement, comment on fait pour tisser des relations d'égal à égal et qui poussent vers l'autonomie. C'est un petit peu ça. Merci. Merci beaucoup pour ces recommandations, pour ces pistes de regarder autrement peut-être l'appréciation de l'impact. C'est vrai que les mécanismes d'évaluation parfois prennent beaucoup de place alors qu'on ferait mieux de passer ce temps à parler aux personnes et à témoigner des histoires. Alors je voudrais peut-être prendre quelques minutes quand même pour pouvoir vous écouter et surtout vous donner l'occasion de poser les questions directement aux intervenants. Donc la parole est à vous. Vous avez toutes et tous un micro, donc il suffit de pousser sur le bouton et comme ça on verra qui souhaite poser des questions. Si vous voulez bien prendre le temps de vous présenter et si vous souhaitez adresser la question à une ou un des intervenants en particulier, précisez-le. Hello. My name is Gerald Abila. I'm a lawyer from Uganda. Thank you, Chantel, for that wonderful moderation and to the panelists for sharing the knowledge. Mine are just a few comments on what has been presented, especially about the language and about the impact and impact measurement. Regarding the language, the law that we deal with from most colonies is a colonial tool. That's a tool that was brought about to perpetuate colonialism and entrench that hierarchy. Looking at Uganda, for instance, there are laws that create the office of the public prosecutor, but up to now, 60 years after independence, there is no office of a public defender. And so the public prosecutor is there to prosecute on behalf of the state, but there is no one to defend on behalf of the state. So you're left on your own. There's a law that made it unlawful to abuse a foreign prince.
back in the day. I think it's still in our laws today. And a number of these were entrenched and carried on to this day. And when it comes to that colonization, language plays a very central role in creating mystery around the law and creating what I call legophobia. So legophobia is by design in the legal system. It's the system that was created was one that was designed through language to perpetuate a certain mystery and entrench the system as it is. And that language is in two forms from my perspective. There is a language in the law, and there is the language of the law that Julian mentioned. The language of the law, for instance, in our case is English. But then even if you understand English, you will not understand the language in the law, which comes down to procedure, which comes down to substantive law in itself. So I think for us as lawyers, it's up to us to, as part of decolonization, try as much as possible to overcome these injustices that are by design perpetuated in the law. And it starts with decolonization. And that decolonization is not only in removing things that are visible, but things that are invisible as well. For instance, simplification of the law. For instance, making the law beautiful, because you'll find that us as lawyers for change, in our practice, we end up many times perpetuating the injustices in the law, sometimes knowingly, sometimes unknowingly, because this is what we know, this is what we've grown up with, this is what we've learned. Decolonization starts with us making the law very beautiful and making it attractive, especially to those that we serve. Make the courthouses look beautiful, multicolored. Make the windows open, let the sunshine come in. Remove this whole command. You enter a courthouse and you go to Uganda's High Court and there's a picture of, I think, 15 or 20 men in wigs on the wall, and I don't understand the language. I don't understand the courtroom. It's old furniture I can't relate to. I fear sitting on the leather because I fear damaging it. So for us as lawyers for change, let's make the law beautiful and attractive. Marketers are so good at this, but lawyers are so lousy at it. So we need to borrow a leaf from them. When it comes to impact measurement, that's a topic that's also close to my heart, because before I became a lawyer, I was a statistician. The most boring profession, I must say. And when I came to the law, access to justice is not an event, it's a process. So there are so many access to justices that lead up to one event, which event usually is visible as a judgment. So for us as lawyers, we always look at that event and forget that there are so many smaller access to justices that have led to a summation of this one judgment, which is the event. So access to justice is a process made up of so many outcomes that lead to one ultimate outcome, which we call justice. And that process starts with access to information, to legal information, which is simplified. So for us as lawyers, when we're talking about empowerment, we should know empowerment starts with access to simplified legal information. And we should measure that in addition to the stories. And that is where impact is. You may spend a year without receiving a judgment in a case you've been following, but each time you empower that community, that should be measured as impact. Thank you. I think there are two questions here. Ferdinando Laiolo, I'm a lawyer from Italy. Je préfère parler français. Je retourne sur la question de la langue qui faisait Madame la professeure, parce qu'elle parlait des différents niveaux de la langue, non? Et moi, je pense qu'une côté de la responsabilité touche aux avocats même, parce qu'au moins dans mon pays,
la langue des juges, le produit judiciaire qui sort de cours, c'est un produit compréhensible. Les citoyens moyens peuvent le comprendre assez bien, sauf peut-être les décisions de la Cour de cassation qui sont vraiment très difficiles à comprendre. Et donc, le produit judiciaire est compréhensible, tandis que les produits des avocats, la langue que les avocats utilisent pour parler aux juges ou pour se parler entre eux-mêmes n'est pas compréhensible. C'est vraiment difficile parfois à comprendre et parfois les avocats utilisent toujours les mêmes expressions pour exprimer les mêmes concepts. C'est un peu comme l'Odyssée d'Homérus, où lui, pour décrire des situations, il utilisait des expressions très longues toujours pour dire la même chose. Parce que comme c'était un savoir qui passait oralement, c'était plus facile à mémoriser. Alors donc, j'ai vu souvent dans les derniers mois une réaction à cela qui s'appelle, en Italie, il l'appelle le legal design. Il n'amène pas le soleil dans les cours, comme disait notre collègue, mais le legal design amène beaucoup de couleurs, parce que je vois beaucoup de dessins pour exprimer la langue du droit. Alors peut-être c'est une solution extrême à un problème extrême. Je ne pense pas que le legal design soit la solution. À mon avis, ce ne l'est pas. Mais mais c'est une façon un peu pour changer les choses. Et je pense que pour changer la langue du droit, il faut changer aussi l'approche des avocats. Donc l'avocat en tant que tel est responsable pour cela. Et le deuxième aspect que je voulais toucher, c'est un peu lié parce que notre collègue un peu les a mis ensemble, il a lié la langue à l'égophobie. Alors, M. Morisseau, il parlait de la peur de la justice, du mur de la justice. Il m'a fait venir à la mémoire quelque chose que j'avais vécu quand je travaillais au Congo à Bunia, et là où je connaissais ASF. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'avais découvert que les familles des prisonniers qui voulaient visiter les prisonniers dans les prisons devaient payer pour entrer à la prison, et devait payer les gardes de la police pour entrer, tandis que les visites, la loi ne prévoyait pas que les visites soient payantes. Donc il y avait des gens qui amenaient de l'argent, il y avait des gens qui amenaient des biens justement pour avoir l'accès à la prison. Et donc c'est un mur qui n'existait pas dans la loi, mais c'était un mur qui avait été créé dans la pratique. Et alors, ça me fait penser aussi à des autres cas qui existent aussi dans mon pays. Quand je pense, par exemple, aux hiérarchies de la mafia qui sont isolées dans des prisons à forte sécurité, qui peuvent quand même communiquer avec l'extérieur, et peuvent toujours continuer à commander, à donner des ordres à l'extérieur. Là aussi, sûrement, il y a de l'argent qui passe. Et donc, je pense que si on parle de peur de la justice, si on parle du mur de la justice, il faut aussi parler de la corruption. Parce que peut-être c'est la corruption qui aide à bâtir ce mur, c'est la corruption qui aide à créer cette peur. Et donc, si on travaille aussi sur la corruption et sur le langage, comme vous disiez avant, peut-être le mur va être plus bas et la peur va être réduite. Merci. Oui. Elle peut prendre la parole avant moi, c'est pas grave. Parce que je pense que j'avais demandé avant elle, avant la personne. Je continue ou... Oui? D'accord. Alors. Oui? Ok, ça marche. Merci à toutes, merci à tous. Alors j'ai une petite humble demande et puis une question. La demande, ça serait peut-être que
il y a assez de mâles cis hétéros qui ont coupé leurs cheveux aujourd'hui en solidarité avec les femmes iraniennes, donc peut-être on arrêterait avec ça. Et la question, c'est, dans le cadre de notre travail, je suis responsable de programme Accès à la justice chez Avocats sans frontières en Tunisie. On fournit des services d'aide légale pour des personnes en situation de vulnérabilité. Et ça fait aussi partie de notre legal empowerment, donc vulgariser le droit, vulgariser la culture juridique, accompagner, donc donner des services, fournir des services d'aide légale à travers des avocats et des avocates formés, etc., etc. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que très souvent, on tombe dans une sorte de cercle vicieux, je mets ça entre guillemets avec beaucoup de réserve, où des bénéficiaires, comme on les appelle, ou des justiciables, qui viennent demander de l'aide légale et à qui on fournit de l'aide légale, reviennent souvent pour les mêmes problématiques juridiques, surtout les personnes dans des situations de vulnérabilité. Et là, je parle des personnes LGBTQI+, les personnes vivant avec le VIH, les migrants et les migrantes, etc. Ce sont des personnes qui sont dans une situation de vulnérabilité extrême, qui accumulent en fait les vulnérabilités donc sociales, économiques, identitaires, de statut, etc. Et dans des situations pareilles, comment en fait on fait pour s'assurer que la personne justement elle est legally empowered, pour que l'on puisse dépasser un certain moment de services légaux fournis, d'une certaine manière créer une sorte de sévrage avec cette personne-là pour qu'elle puisse voler de ses propres ailes. Comment on peut identifier le moment où la personne pourrait justement ne plus avoir recours à nos services, mais elle est estimée être legally empowered pour aller de l'avant. Parce que je le remarque dans la société civile tunisienne, plus on fournit de l'aide légale à des personnes dans des situations de vulnérabilité, plus elles reviennent nous voir. Et ça se comprend, ce sont des personnes qui n'ont pas accès à la justice de manière facile, qui sont parfois criminalisées, comme les personnes LGBT d'ailleurs. Et on fournit ces services, on les aide à les oui, je pense que la question est facile. Merci. Continuer ensuite les échanges autour d'un café pendant la pause. Donc je laisse un dernier commentaire à Madame ici. Fast. Oui. My name is Mariana Lara from KU Leuven. It's actually a little bit related with what the lady before me mentioned, but especially to Irene. I had the feeling that there is a lot of legal aid, as you mentioned it, for all these kind of obstacles for justice, no? For access to justice. What you mentioned, the geographically, the funding, the financial, the information. And I know that also development agencies, they also invest a lot, and sometimes with a paternalistic view of providing the means financially. But at some point that aid can go away, no? Maybe it can stay for long, but how? So talking also about autonomy, how do you do so that because I don't hear any organization from the communities themselves to take their rights ahead, let's say. I know I'm talking about a personal experience in communities in Guatemala, for example. They organize themselves, they are pretty aware of their rights, and that's how they go
further, sometimes alone, because these are very also remote communities. So I'm wondering if there's this, if there's a kind or to what degree the communities are well organized. And that's one question. And my second question for all of you, yeah, let's say that all this legal empowerment leads to somehow a formal access to justice in some cases, no? But effective access to justice, as also someone mentioned, has to do with changes in the judicial system. So I'm wondering if your organization also deal with advocacy, because that's a very important thing. If they have access just to the courts, but the justice system doesn't have the changes that it needs to get that final justice made, then that's really missing. No? Thank you. Thank you. Thank you for your last comment. I think we'll have a lot of time to talk about lawyering for change and advocating for change, which are really the topics of the next plenary session and tomorrow plenary session. I know there are still a lot of questions, but we have to break up, otherwise you won't have coffee. So I would maybe just ask Irene to answer to the very concrete question that you asked on Uganda, and then we'll wrap up for this session and we can continue during the break. Thank you. Yeah, sure. Sorry, sorry. Okay, maybe just to answer to your question, whether or not the actions are sustainable and how do we ensure that they are fairly sustainable. We work through community structures, like you've pointed out. So we work through paralegals, women mediators, because the belief is that a project might end, but the people within the community will always stay, and then they will continue to pass on the information. But maybe in the interest of time, if you want to chat a bit more during the coffee break, you're more than welcome to, yeah. Thank you, Irene. Je voudrais remercier sincèrement toutes et tous les panélistes. Je sais qu'on a encore énormément de choses qu'on voudrait se dire. Et donc, je vous invite cordialement à prendre le temps de continuer à discuter pendant la pause café qui aura lieu juste en dehors de l'auditoire. Et nous reprendrons dans 20 minutes, donc à 11h35. Merci beaucoup.